16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com ou encore maintenant l'application. Voilà. Oui, l'application Radio Grand Lac que vous pouvez retrouver sur Apple Store, Android Store, voilà. Vous pouvez nous écouter tout le temps. Et bonsoir mon cher Kevin. Et voilà, Guillaume est de retour, on est content de le revoir. Merci, et puis, bien évidemment, on a aussi Vincent. Bonsoir à tous, moi je suis encore très heureux d'être là encore une quatrième fois. Une dernière fois. Pas une dernière fois, j'espère pas. Non, au contraire, j'espère que ça va se prolonger, d'apporter ma petite pierre à l'édifice de passionnés de cinéphiles que nous sommes tous autour de cette table dans ce studio. Voilà. Et ce soir, on a un invité, oui, tout à fait. C'est Pierre-Yves, directeur de l'association LATCA, donc c'est l'association pour le développement du cinéma à Aix-les-Bains. Ivan, aussi. Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir, merci pour la présentation et pour votre invitation. Ravi de pouvoir joindre des cinéphiles passionnés et pouvoir parler du 7e art avec vous. Voilà, et donc on va parler très longuement de ton association et puis de l'événement qui est prévu les 27 et 28 avril prochains. Tout à fait. C'est la 5e édition de l'ATCA Invite avec cette fois-ci Patrice Lecomte, un réalisateur aux multiples facettes. Reconnu, je pense, par la profession depuis le temps. Ouais, oui, Et par le populaire aussi, par les spectateurs. Tout à fait. C'est peut-être l'un des rares, c'est pour ça que Oui, c'est intéressant, ouais. c'est que c'est l'un des rares qui est soit très apprécié par populaire. les deux. Ouais. Oui, Ouais. je suis assez d'accord. C'est un réalisateur populaire et qui est vraiment auteur d'une cinématographie extrêmement riche et très variée. Il y aura encore beaucoup de choses à dire pendant cette prochaine édition, pendant tout un week-end, effectivement. Et avant cela, eh bien évidemment, comme d'habitude, chaque semaine, on va revenir dans un premier temps sur les sorties de la semaine. Une semaine un petit peu plus chargée que les dernières semaines qui étaient pas folichonnes, on va pas se mentir, un peu chiche en termes de quantité, pas en termes de qualité par contre. Et nous reviendrons dans un second temps également sur les sorties que nous avons pu voir de la semaine dernière, que sont la comédie française Bis Repetita, le film immaculé De genre, voilà, on va dire. et le remake de Roadhouse. Dont avec- on avait bien parlé la fois dernière. Bien parlé la semaine dernière avec Jake Gyllenhaal. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir Jake Gyllenhaal à la radio en invité, mais peut-être prochainement. Écoute, nous Je sais tapons pas si Jake. Guillaume peut faire une imitation peut-être de Jake Gyllenhaal. Non, Jake Gyllenhaal, il n'y a pas de truc qui ressort trop encore. Non, c'est pas le plus simple encore. J'en ai d'autres sous le coude, mais pas lui, pas encore. Eh ben écoutez, mes amis, nous allons commencer directement avec les sorties de la semaine. Guillaume, quelle est la première sortie? Eh bien, c'est un film d'animation, une suite qui plus est, puisque nous avons Kung Fu Panda 4 de Mike Mitchell, 5e du nom, et Stéphanie Steen avec les voix notamment en français de Manu Payet et Pierre Arditi. Donc, après 3 aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables grâce à un courage et des compétences en arts martiaux inégalés, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour l'inviter à se reposer, plus précisément pour être nommé chef spirituel de la vallée de la paix. Cela pose quelques problèmes lorsque apparaît une sorcière aussi mal intentionnée que puissante, caméléone, une lézarde minuscule qui peut se métamorphoser en n'importe quelle créature, et ce sans distinction de taille. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Illustre guerrier dragon. C'est qui ça? La plus puissante sorcière polymorphe, la caméléone. Et comment je la trouve, cette la caméléone? Je vais t'amener tout droit devant sa porte. On est face à une armée? Alors on va créer notre armée à nous. Et donc ce sera disponible dans vos cinémas, aux Toiles du Lac à Aix-les-Bains et au Pâté Chambéry. Visiblement, c'est un succès colossal puisqu'il éclipse Dune 2 aux États-Unis puisqu'il est déjà sorti. Donc pourquoi ne pas se priver? Moi, je n'en ai vu aucun personnellement des Kung Fu Panda. Alors, j'en ai vu un, mais il y a... Moi j'ai vu le premier comme beaucoup d'entre nous, Voilà. mais après les suites, j'avoue que ça me paraît toujours un petit peu trop indigeste, mais bon, ma foi, pourquoi pas?
Pierre-Yves, tu es client? Ça va. Alors, niveau cinéma d'animation, je suis peut-être le pire client au monde parce que autant le cinéma d'animation est une spécialité française, surtout sur les 2D, mais j'avoue que bon, c'est une culture qui est tellement, vaste qu'il y a quelque chose de presque intimidant à rentrer dedans, quoi. C'est un peu comme quand on décide de découvrir le cinéma asiatique dans son ensemble, où il y a vraiment un côté par quoi je commence. Et Kurosawa. Oui, bonne réponse. Mais tu vois, me voilà rassuré. Il n'y a pas que moi que le cinéma d'animation, tu vois. Oui, mais lui, il le dit plus poliment. Mais c'est un genre à part entière maintenant, il faut le reconnaître. C'est pour te taquiner. Mais bien sûr, ce sont des films pour les bébés, oui. Autre sortie, Vincent. Alors, on a la promesse verte de Édouard Bergeon avec Alexandra Lamy, Félix Moati et Sofiane Kames. Alors, pour tenter de sauver son fils Martin, injustement condamné à mort en Indonésie, Carole se lance dans un combat inégal contre les exploitants d'huile de palme responsables de la déforestation et contre les puissants lobbies industriels. On entend peut-être une bande-annonce. Oui. What do you hear? I don't hear anything. Because there is nothing to hear. No more birds, no more insects, no more orangutans, all gone. C'est un film polyglotte, du coup. Donc c'est le seul extrait où il y avait les autochtones qui parlent anglais. Voilà, il y a un sous-titrage, évidemment, on rassure les spectateurs. Voilà, c'était un hommage à nos émissions sur Radio Grand Lac qui parlent anglais. Voilà, donc pour nos auditeurs qui sont bilingues, ils auront tout compris, bien évidemment. Alors c'est distribué aux Toiles du Lac et au Pâté. Et ça me semble, ma foi, assez intéressant. Moi, ça me donne envie d'aller le voir. J'avais vu la bande-annonce et ça semble être un thriller écologique assez classique, mais avec plein d'émotions et un jeu d'acteur qui me semble assez crédible. Oui, c'est vrai qu'Alexandra Lamy, elle se démarque depuis quelques temps, je trouve. Elle est sortie un peu des comédies. Son côté, quoique il y a une très bonne comédie, d'ailleurs chez une aparté sur Prime où elle joue avec sa sœur et sa fille et qui est excellente. C'est plus film familial. Ouais. Enfin, elle joue. C'est une flic infiltrée dans un camp de pas de gitans, c'est comment de forains. Voilà, avec toutes les histoires et tout ça, et c'est excellent. Bon, voilà. D'accord. Par rapport à l'aparté. À voir. Ouais. Autre sortie, mon cher Kevin. Autre sortie, Le Jeu de la Reine de Karim Enouz avec Alicia Vikander, Jude Law et Simon Russell Beale. C'est l'histoire de Catherine Parr, qui est la 6e femme du roi Henri VIII, dont les précédentes épouses ont été soit répudiées, soit décapitées, une seule étant décédée suite à une maladie. Avec l'aide de ces dames de compagnie, elle tente de déjouer les pièges que lui tendent l'évêque, la cour et le roi. On écoute un extrait tout de suite. J'aurais aimé faire davantage. J'en suis certain. Faites bien attention de toujours garder une certaine retenue. La révolution est en marche! Vos affinités avec les radicaux pourraient menacer la stabilité du royaume. J'ai la conscience tranquille. Un thriller historique qui sera donc disponible dans pas moins de 3 salles. L'Étoile du Lac à Aix-les-Bains et à Chambéry, vous avez le choix, Pâté ou Astrée. Donc vraiment, vous n'aurez pas trop de mal pour trouver ce film. En VO ou en VF, chacun fait comme il l'entend. Mais Guillaume l'a déjà vu, ce film. Oui, je l'ai déjà vu. Oui. On en parlera plus longuement la semaine prochaine, mais dis-nous ton avis vite fait. Alors le pitch me plaisait bien, j'avais été un petit peu déçu. Ça sentait un peu le film Covid, tu sais, avec peu de figurants, tout ça. Il y avait un petit manque l'action se passe dans des châteaux et on n'a pas cette sensation, tu vois, que ça se passe grandiose. Vraiment, de grandiose, exactement. Par contre, Jude Law était excellent. J'ai beaucoup aimé sa prestation là en Henri VIII, qui n'est pas le roi le plus sympathique que la cour d'Angleterre ait eu. Et qui avait inspiré Barbe Bleue, si je me trompe pas. Oui, c'est exactement ça. C'est l'inspiration principale de Barbe Bleue, mais Alicia Vikander s'en sort bien. C'est le film féministe par excellence, vous verrez. Et je voudrais poser une question là sur l'affiche. On voit en fait le personnage, à mon avis, principal avec la reine, je pense. Oui. C'est Jude Law qu'on voit ou pas alors je n'ai pas vu la dernière affiche, mais je pense que oui. C'est hallucinant parce que j'arrivais pas à le reconnaître. Ah si, mais il est très gros, tu verras. Il a vraiment changé d'aspect. Je pense qu'il a pas mal de prothèses, mais il a des ulcères aux jambes. Enfin, mais je veux dire, il a changé d'aspect pour les besoins du film. Je veux dire, pas naturellement. Non, bien sûr, mais là, c'est le roi assez détestable et
Il se rend antipathique. Et très antipathique, oui. D'accord. Là où la critique risque de te rejoindre, Guillaume, c'est que de mémoire, le film avait été sélectionné à Cannes en une section. Alors, je sais plus laquelle cette année, mais je me rappelle surtout que le film faisait partie de ceux qui étaient complètement passés sous les radars et qui avaient eu très peu de reviews ou de. Enfin voilà, je crois que c'est un des films dont on a le moins parlé de peut-être toute la sélection sur la croisette cette année, effectivement. Et c'était officiel, en plus, c'était la sélection Oui, officielle. c'était assez officiel. Par contre, je serai beaucoup plus dithyrambique dans quelques semaines quand sortira le film qui m'avait mis la claque à Cannes, Black Flies, voilà. Et nous en parlerons la semaine prochaine. Ah, très bien, parce que toujours dans le registre historique. Non, c'est ça c'est autre chose. C'est médical. En gros, c'est À tombeau ouvert de Scorsese en plus réaliste. D'accord. Voilà, pour être précis. Ok, je vois. On en parlera Avec Sean Penn. Action Penn. Réalisé par un Français. Oui, Voilà. et excellent film. Enfin, on en parlera la semaine prochaine. Autre sortie, mon cher Guillaume. Oui, donc nous avons le film Pas de vague de Teddy Lucie Modeste avec François Civil, Shane Boumedine et Bakary Kébé. Ça raconte l'histoire de Julien, professeur au collège, jeune et volontaire. Il essaie de créer du lien avec sa classe en prenant sous son aile quelques élèves dont la timide Leslie. Ce traitement de faveur est mal perçu par certains camarades qui prêtent au professeur d'autres intentions. Julien est accusé de harcèlement. La rumeur se propage. Le professeur et son élève se retrouvent pris chacun dans un engrenage, mais devant un collège qui risque de s'embraser, un seul mot d'ordre, pas de vague. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Regardons dans les yeux. Les élèves entrent et sortent de la classe, entrent et sortent du collège, on n'a jamais le temps de leur parler. C'est pour ça que j'ai pris le risque de sortir du cadre. Et vous pensez que c'est à vous seul de le régler, ce problème? Il se comporte mal avec ma sœur, vous trouvez ça normal? Écoutez, son frère m'a explicitement menacé de mort. Mais qui va te protéger? Ton directeur? Ton école, là, le rectorat qui répond même pas au téléphone? Il y a des parents d'élèves qui veulent interpeller la presse. Si tu mens, Leslie. Enfin, nous, on prend des risques en te faisant confiance. Ce sera donc disponible dans le cinéma Le Victoria à Aix-les-Bains et à l'Astrée à Chambéry. D'ailleurs, bizarre qu'il n'y ait pas une sortie dans un multiplex. Je pense que les choix du multiplex sont plus allés sur La Promesse Verte et puis bon voilà, il y a peut-être pas mal de sorties en même temps avec Kung Fu Panda et Jeu de la Reine, et c'est un peu dommage parce que le Jeu de la Reine, honnêtement, ils sont pas. Je sais pas s'ils l'ont vu avant de sélectionner, sincèrement. J'irai le voir. Je vous en parlerai. Mais je pense vraiment que je suis pas sûr que les gens qui le programment des fois dans les pâtés l'aient vu. Mais ça, parce que ce film, moi, il m'intéresse beaucoup là, le Pas de vague. Bah, en tout cas, il est auréolé de. J'ai vu quelques critiques aujourd'hui, et il est auréolé de bonnes critiques. Hein. Donc. Alors moi, je suis un peu comme vous. J'ai très envie de le voir, mais c'est de notre côté. Je pense que c'est un sujet qui va faire beaucoup grincer des dents, dans la mesure où c'est très réaliste avec ce qui se passe actuellement dans la société, et ça a un côté très irritant, en tout cas pour moi. Voilà. Parce que la mécanique qui est en train de se dérouler et qu'on devine à travers la bande-annonce, on la connaît tous plus ou moins, et on sent comment les choses vont évoluer, et je dirais que c'est un peu triste, c'est dommage, mais bon, François Civil, en tout cas, il a un registre de jeu qui est particulièrement diversifié, parce que là, et puis c'est un bon acteur, moi je trouve, franchement. D'accord. Oui, et qui prend des risques aussi, parce que tu parlais de la thématique clivante du film, et c'est vrai que François Civil fait quand même partie d'une génération de jeunes acteurs à qui on a l'impression que toutes les portes sont ouvertes aujourd'hui, et des jeunes acteurs parfois à qui on reproche d'être trop lisses, de pas prendre de risques, de choses comme ça. Pour le coup, il en prend. Mais c'est vrai que voilà, le fait d'être sur un film clivant, en plus de mémoire, je n'avais pas vu ce film, mais il avait tourné dans un film original Disney+, qui s'appelait Zone à défendre, sur les zadistes. Donc c'est vrai que sur le choix des films, il y a quelque chose dans le Nord aussi qui était assez Bac Nord, particulièrement ambigu aussi, qui était assez. C'était le seul quand je me rappelle avoir vu le film, je me suis dit, l'accent marseillais, oh mon gars, est-ce que tu vas le tenir tout le long? Et il arrivait bien à le tenir tout le long. Ça faisait pas trop, voilà. Ah, moi je trouvais que ça le faisait, moi personnellement. Ouais. Mais non, mais justement, ça faisait pas trop artificiel, quoi. Ça faisait pas superficiel. On est d'accord. C'était naturel. Autre sortie, mon cher Vincent. Alors, autre sortie, Paternelle, de Ronan Tronchon, avec Grégory Gadebois, Géraldine Nakache et Lies Salem. Alors, l'histoire est la suivante. Dans une petite ville du centre de la France, Simon est un prêtre dévoué à sa paroisse. Au cours d'une messe, Louise, qu'il n'avait pas revue depuis son séminaire il y a des années, refait surface. Elle lui présente Aloé, enfant de 11 ans, dont il est le père. Cette nouvelle va bouleverser son quotidien. Peut-il être un bon prêtre pour ses fidèles et un bon père pour son enfant ?
Simon va tenter de convaincre les plus hautes instances de l'Église que sa vocation est compatible avec l'amour paternel. Alors on va en écouter un petit extrait. Ah non, là tu peux pas faire râteau comme ça. Mais si. Ah non. Voilà, là il est bon. T'as pas une humilié à l'écrire. Simon. Louise. Oui, ça fait longtemps. C'est ton fils. C'est le tien aussi. Une comédie dramatique. Un thème aussi assez, on peut dire assez de société également. Ça peut se trouver, effectivement, c'est très réaliste, à mon sens. Mais bon. Oui. Après, je vous avoue que j'ai rien vu du tout. Hein. J'ai vu l'affiche. J'ai pas vu de bande-annonce. Il y a un côté un petit peu ridicule avec Géraldine Nakache qui se tient vraiment comme si c'était la Sainte Vierge. Enfin, ouais. Dans le traitement, donc il faudrait voir si ça. Ouais, je suis pas très convaincu. Alors, je ne savais pas que vous alliez parler de ce film-là, mais pour vous faire rire, je n'ai pas vu la dernière version, mais j'ai beaucoup lu le scénario parce que le film est vendu à l'international par la société Film Boutique, et donc le film, en tout cas, un des gros aspects qu'il y avait eu sur le financement du film en France, c'était justement le côté contre-emploi de Géraldine Nakache. Après, je vous en parle au stade du scénario, donc j'ai pas vu les dernières versions, mais en tout cas, voilà, ça plus le fait que, encore une fois, je n'ai pas vu le film, mais que comment dire, il y a, comme on dit, un concept sur le papier, c'est-à-dire que c'est le fait de parler de la filiation d'un père, d'un prêtre. Et Grégory Gadebois, encore une fois, je n'ai pas vu le film, mais quelqu'un qui fait partie de ces réalisateurs qui sont très puristes dans le sens où très peu médiatiques, mais très efficaces en tout cas sur des registres, des films parfois de grands maîtres où il étonne tout à fait. Donc je suis on peut être surpris alors. Je pense qu'on peut être surpris. Encore une fois, je n'ai pas vu de film, mais je suis d'accord que le concept est, enfin voilà, il y a là aussi quelque chose de clivant, mais je pense qu'il y a peut-être pas tout ajouté dans ce film-là. Après, je le dis en toute objectivité parce que je n'ai pas ajouté. Attention. Au contraire, c'est très intéressant, intéressant, et moi personnellement, ça me rassure parce que c'est vrai que l'affiche me donnait pas du tout envie. Ok. La prochaine sortie, elle est pour moi, c'est l'affaire Abel Trem de Gabor Reis. Avec Gaspard Adoni Walsh, Isvan Znamnak et Andreas Rusnak. C'est la fin de l'année scolaire à Budapest. Recalé à son oral d'histoire, Abel décide de mentir à ses parents sur les raisons de son échec et déclenche alors, malgré lui, un scandale politico-médiatique. Bien évidemment, nous n'avons pas d'extrait de bande-annonce à vous délivrer pour ce film, mais il sera disponible au cinéma Victoria et à l'Astrée, et c'est un film qui est auréolé de très très bonnes critiques internationales. Donc, voir si ça vous intéresse. Est-ce que ça vous parle, cet incident politico-médiatique qui se déclencherait juste parce qu'on ment sur ses notes à ses parents, c'est... Non. En fait, ça ne nous concerne pas tellement parce que c'est peut-être un peu déjà à l'étranger et... Oh, je pense que ça peut se transposer peut-être aussi en France. Hein. C'est en Hongrie. Hein, le film, c'est ça. Le film est hongrois et le film est devenu un cas d'école. Alors, encore une fois, je n'ai pas fait le film. Je connais bien les producteurs parce qu'on s'est revus au Festival des Arcs. Là, ils étaient présents justement en décembre dernier parce que le film est devenu un cas d'école. Il est devenu un gros succès en Hongrie par rapport. Alors, ça reste un film d'auteur, mais par rapport à la thématique du film. Et depuis qu'Orban est arrivé au pouvoir, il est très 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 difficile aujourd'hui de produire des films. Le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas engagés ou alors qui ne sont pas dans les sérails du régime aujourd'hui. Le film s'est fait avec 3 francs 6 sous, avec une équipe technique extrêmement réduite. Et maintenant, ils font beaucoup justement de case study dans les festivals autour de la fabrication de ce film, où les producteurs sont vraiment battus avec pas grand chose pour faire en sorte que le film se fasse. Et je sais qu'en tout cas le film s'est fait un peu dans le sang et les larmes, mais en sortie domestique, le film a plutôt bien marché. Ouais, je suis assez intrigué quand même. Ça me plaît quand c'est si barré que ça. Non, mais je pense que je pourrais revoir, mais peut-être pas de prime abord en sortie cinéma, je pense. D'accord. Bah, honnêtement. Hein, oui, non, mais bien sûr. Dernière sortie justement de la semaine dont on va vous parler, donc Le Salaire de la peur, mais cette fois produit par Netflix de Julien Leclerc avec Franck Gastambide, Alban Lenoir et Anna Girardot. Le pitch, évidemment, je pense que tout le monde le connaît, mais je vais le rappeler. Une équipe de choc à moins de 24 heures pour convoyer 2 camions bourrés d'explosifs à travers une région hostile et empêcher une terrible catastrophe. On écoute un court extrait de la bande-annonce.
On a une poche de gaz sous le puits qui alimente l'incendie. Le seul moyen de l'éteindre, c'est de la faire exploser. On aimerait que vous rameniez cette nitro jusqu'ici en camion. À retrouver donc sur Netflix ce vendredi 29, si je dis pas de bêtises. Le remake du classique de Clouseau ou alors de Friedkin également. Plus action, on va pas se mentir. Alors, on se ment pas. Ouais, ça a l'air d'être plus action et j'ai un peu de mal avec Franck Gastambide, honnêtement. Alban Lenoir, pourquoi pas? Ah, par contre, moi je suis très 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 client d'Alban Lenoir. Je trouve qu'il est. Oui. C'est un peu notre héros de film d'action en France. Honnêtement, pour avoir vu la bande-annonce, ils ont l'air d'adapter comme le film avec Montand, quoi. Ils suivent la ligne directrice du film. Alors. J'ai l'impression, parce qu'à un moment, on voit une grosse explosion, donc tu te dis que c'est un des camions qui va exploser, ce genre de choses. Alors, je pense soupçonner que ça va être Alban Lenoir qui va exploser, mais on verra, le film nous dira. Il nous dévoile tout déjà. Mais je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Ouais, mais donc c'est pour les cinéphiles dont je fais partie, c'est un grand classique, Le Salaire de la peur quand même, avec des acteurs emblématiques et charismatiques au demeurant. Donc voilà. Je l'ai découvert récemment. Et j'avoue avoir pris une claque monumentale dans la tronche. Ouais. Et j'avais pas peur de le dire. Alors ça a peut-être vieilli un peu. Non, je confirme que parce que je l'ai pas revu il y a très très longtemps. Mais la tension est palpable. Est au sommet dès le début. Et je trouve même que dans le remake qu'avait fait Friedkin, la tension était un peu moins forte. Ouais. C'est différent. Il y a des points il y a des points positifs. On en parlera la semaine prochaine notamment. Mais le jeu des acteurs fait certainement la différence, je pense aussi. Mais en fait, au-delà des effets spéciaux qui peuvent être amenés avec les versions modernes, on va dire. Ouais, mais je m'attendais pas du tout à ça à un moment avec le personnage de... Comment il s'appelle? Lequel? Vanel. Charles Vanel. Je ne m'attendais pas du tout à ça et le film, en tout cas, m'a pris. Et vous pouvez d'ailleurs le voir, Le Salaire de la peur original, sur Netflix en ce moment. Il est très conseillé. Très conseillé. Bien sûr, c'est un grand classique. Et si vous avez peur du rythme, alors le film est un peu long à se mettre en marche. Mais vous verrez que c'est nécessaire et les scènes de camions sont toujours aussi efficaces, je vous dis. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, il a été tourné, je crois, dans la bambouserie d'Anduze. Du côté du Gard. Oui, c'est ça, dans le sud. Et donc moi je l'ai su parce que j'avais visité cet endroit et c'est à cette occasion que j'ai appris que Le Salaire de la peur que j'avais vu, que je connaissais, avait été joué là-bas. Tout à fait. Voilà. On n'est pas du tout en Amérique centrale. Non, mais ça le fait. C'est un peu décevant, mais ça le fait. Il n'y a aucun souci. Mais ça, c'est l'avantage un peu du noir et blanc, c'est que par instant, finalement, voilà, tu peux cacher 2-3 trucs. Ça passe, ouais. Et ce noir et blanc là, justement, tu parlais de la tension tout à l'heure. Enfin, Clouseau avait aussi une manière de filmer les peaux et notamment la transpiration. Oui. Qui ressort avec le noir et blanc dans ce film-là, et je trouve que visuellement, sans compter, enfin voilà, la tension sociale qu'on sent dans cet univers de gens qui s'ennuient à mourir littéralement. Enfin voilà, je trouve que la manière qu'a Clouseau de filmer déjà les corps dans son cinéma, mais la transpiration là dans ce film-là rajoute énormément à la tension, et le film honnêtement n'a pas pris une ride quoi. Enfin, vraiment, ça reste une claque. Oui, je suis entièrement d'accord. Tout à fait. Eh bien, écoutez, c'est le moment de se donner une petite pause musicale. Et alors, vu que Kung Fu Panda 4 sort demain, eh ben, pourquoi pas s'écouter Kung Fu Fighting de Carl Douglas. On revient juste après cette musique. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Un petit souci côté musique, donc du coup on est passé tout de suite sur la deuxième partie. Voilà, on va faire court. On va faire plus court. Du coup, nous allons arriver dans cette deuxième partie à parler des sorties de la semaine dernière, mon cher Guillaume. Oui, alors qui sont toujours disponibles et qu'on vous conseille. Donc le film Une vie. C'est toi qui l'avais vu, par contre, c'est toujours pas moi. Toujours très bien. D'accord. D'une deuxième partie, bien évidemment. Hein, excellent. Ça y est, tu l'as vu? Oui, ça y est, je l'ai vu. J'en avais parlé assez longuement la fois précédente. D'accord. Pierre-Yves, peut-être que tu l'as vu. Ah oui, je l'ai vu. Alors,
pareillement, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, mais c'est déjà, la claque visuelle, sonore, tout ce qu'on veut du film, la manière dont cette jeune génération d'acteurs hollywoodiens rencontre l'ancienne, et il y a vraiment une sorte de passation qui est assez forte, mais c'est aussi la rareté, en fait, qu'on a dans le cinéma de grands studios comme ça, de laisser les clés complètement à un réalisateur, à un auteur, quoi. Enfin, c'est vrai que là, on a vraiment un film de science-fiction qui est un film de science-fiction grand public d'auteur, et je trouve que le film en est que plus fort, quoi. C'est vraiment Denis Villeneuve fait partie des rares réalisateurs à qui les studios ont vraiment laissé les clés. Enfin, c'est vraiment assez rare pour être souligné, et c'est quand même rassurant de voir que le film marche à ce point-là. Parce que je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que le film marche mieux que le 1. Il a dépassé il va bientôt atteindre les 600 millions, si je dis pas de bêtises, à l'international. Oui. Il devrait atteindre les 700. Il devrait s'arrêter à 700. Quand le 1 avait terminé à combien? À 400, mais dans une période Covid, avec une sortie simultanée sur HBO Max. D'accord, mais là, tu vois, malgré tout, ça va quand même presque, j'imagine, doubler les recettes, largement. C'est vrai qu'il y a quelque chose quand même de rassurant, et moi j'étais aussi très surpris de voir la diversité du public dans la salle, c'est-à-dire à la fin de la projection, voir qu'il y avait jeunes comme vieux, vraiment tous les genres, il y avait des familles, il y avait vraiment une diversification du public. Et puis il a joué aussi sur le fait qu'il y avait le printemps du cinéma avec un prix attractif pour les salles. Et je pense qu'il y en a qui se sont peut-être laissés tenter à aller voir ce genre de film qu'ils affectionnaient pas particulièrement avant, et qui ont pu en prendre connaissance un peu mieux. Et ils ont eu raison. Autre sortie que nous vous recommandons, mais ça c'est notre ami Kevin qui l'a vu, le film italien Il reste encore demain. Super. Que toi tu avais adoré, que tu recommandes chaudement. Ah oui, et puis je pense qu'il va être encore en salle pendant au moins 2-3 bonnes semaines, parce que c'est un très 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 bon film. C'est le retour du bon cinéma italien, avec ce mélange entre le néo-réalisme et puis la comédie italienne telle qu'on l'a connue après dans les années 60-70. Et franchement, Paola Cortellesi, extraordinaire. Révélation, que ce soit en tant que réalisatrice et actrice. Elle a réussi pour moi l'exploit qu'avait fait Roberto Benigni avec La Vita è Bella, c'est-à-dire prendre un sujet très grave, là en l'occurrence c'est violence conjugale, et arriver à rendre ça, à rire, sans pour autant descendre l'impact et l'importance de ce sujet. Et sans tomber dans la caricature, quoi. Bien évidemment. Par contre, on vous déconseille toujours un film qui est à l'affiche. C'est Chien et Chat. Voilà. Oui, voilà. Bon. J'ai dit on vous déconseille parce que moi personnellement ça va. Oui, il a bien aimé. Mais notre cher Kevin ça reste peut-être ludique, pour certaines tranches de public, on va dire. Non. Voilà. Je suis même pas sûr que tout le monde s'y retrouve. On n'insistera pas. Mais je salue l'intention quand même, la tentative. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est vraiment bien tenté. Voilà, l'intention est louable. La prise de risque est encouragée dans cette émission. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais vraiment, je veux dire, il y a plein de trucs qui sont ratés, mais à mon avis, c'est la porte ouverte à de nouvelles choses dans le cinéma français. Je l'espère, du moins. Tout à fait. Et première sortie de la semaine dernière alors je suis le seul à l'avoir vue, c'est Bis Repetita, cette comédie française réalisée par Émilie Noblet avec Louise Bourgoin, Xavier Lacaille et Noémie Lovski. C'est une comédie absolument géniale. Franchement, le principe de base, c'est que une prof de latin a un deal. Ses élèves la laissent tranquille, elle fait pas cours et elle leur donne des 19 sur 20. Problème. Vu qu'ils ont que des 19 sur 20, ils sont sélectionnés au concours européen de latin à Rome. Et elle n'a pas d'autre choix que pour sauver son cours sur place que de tricher au concours. Enfin voilà, c'est vraiment très drôle. C'est léger, c'est sans prise de tête, c'est pas non plus la comédie où vous allez éclater de rire, mais on passe un très bon moment. C'est très efficace parce que c'est 1h20, 1h25. Franchement, on perd pas de temps, on va directement straight to the point, comme disent les Anglais, et c'est très bien comme ça. Beaucoup d'humour, les élèves sont très attachants. Louise Bourgoin est, comme d'habitude, très douée dans la comédie. Dans ce registre. Ah oui. Et Xavier Lacaille, pour moi, c'est une révélation. Je le connaissais pas du tout, et franchement, il est très très drôle parce que du coup, c'est l'accompagnant, mais lui, c'est l'accompagnant premier degré, quoi. Pour lui, le latin, c'est très 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 important. Alors, je sais que certaines personnes autour de la table, n'est-ce pas, Guillaume, ont fait option latin. Ah oui, parce qu'en fait, je lui ai envoyé un message quand j'ai lu le synopsis. J'ai dit, c'est marqué tricher en latin ou je sais plus quoi sur l'affiche, et j'ai dit, et je lui envoie, mais qui n'a jamais
triché en latin, quoi. Voilà. Moi, le premier. Voilà, donc il vient de révéler. Si vous voulez faire tomber son bac à l'heure actuelle, non, j'ai arrêté à partir du collège. Si tu veux, c'est le brevet qui va partir. Mais oui, non, le latin, oui, je suis passé de 12 à 18 ans. Très peu de temps. Impressionnant. Je me rappelle pas, c'était si vieux pour moi, donc voilà. Et je n'en garde pas grand-chose, malheureusement, de mes années de latin. Ah si, le latin, c'est important, c'est intéressant pour l'étymologie de plein de choses. Je me rappelle des déclinaisons, les rosae, rosam. Ah bah oui, alors là, ce film est ton film. Ah, tu vas t'éclater. Non, il y a beaucoup de blagues. Il y a une reprise de Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion en latin. Pas mal. C'est rien pas que pour mal ça, du ça tout. pourrait pouvoir valoir le coup de regarder ce film. Ah oui, franchement, voilà. Je vous le conseille chaudement. Il doit être encore disponible au Victoria à l'Astrée, donc allez-y. Autre sortie de la semaine dernière, cette fois-ci, c'était un film d'horreur immaculé réalisé par Michael Mohan avec Sydney Sweeney, Simona Tabasco et Alvaro Morte, que vous connaissez de La Casa de Papel. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. T'es un Casa de Papel, lui. Bien sûr. Et Sydney Sweeney qui continue son ascension fulgurante à Hollywood après tu veux dire les Anyone But You et Madame Web. Bon, Madame Web, c'était pas bon du tout. Hein. Celui-là, immaculé, il remonte un petit peu, mais c'est quand même pas ça. Disons que il y a une histoire un peu particulière parce que du coup c'est l'histoire d'une nonne américaine qui débarque en Italie et quelques jours après il se révèle qu'elle est enceinte. Et donc du coup, miracle. Voilà. Est-ce que c'est le nouveau Messie? Enfin voilà, c'est un scénario sur lequel Sydney Sweeney s'est investi. Oui, même dans la production, elle l'a dit. Hein. Énormément parce qu'en fait, elle a eu vent de ce scénario il y a un certain nombre d'années et à l'époque le réalisateur ne pouvait pas faire ce film, manque de moyens, et elle lui avait promis, elle lui dit dès que je perce à Hollywood je te recontacte, on fait ce film et du coup on le fera comme tu veux, il y aura pas de problème. Elle l'a fait, le film est ce qu'il est, c'est pas extraordinaire. Non, on est dans la catégorie moyenne plus, je trouve, des films d'horreur un peu actuels. Voilà, on va dire que il y a quelques idées de réalisation, c'est plutôt bien filmé, on va pas se mentir, mais côté horreur, vous allez devoir attendre un certain bon moment, puisque même si le film ne dure qu'1h20, c'est le dernier quart d'heure qui est vraiment extraordinaire, et où là, Sydney Sweeney est véritablement glaçante. C'est le moins que l'on puisse dire. La fin, là, oui, voilà. Nous ne dirons pas la fin, mais la fin est assez marquante, oui. Stop. Et original. Il y a des originalités dans le scénario par rapport à d'autres films d'horreur, parce que je pense sur le pitch et le marketing, ça me fait un peu penser. Je sais pas si c'est le cas, mais au film indépendant américain, la récente d'horreur produit par Blumhouse. Est-ce que le film d'ailleurs est produit par Blumhouse? Non, c'est pas du tout. C'est Neon qui produit et du coup c'est actuellement en train de devenir le plus gros succès de Neon. Parce qu'il n'a coûté que 5 millions. Donc évidemment là aux États-Unis il en est à 30 ou 40. Donc ça marche plutôt bien. Je vous avoue que c'est un bon petit film d'horreur, mais voilà. Pas marquant. Tu l'as vu. Hein, oui, sinon je n'en parle pas. Hein. Donc là, tu en avais bien parlé avant et ça t'a un peu plus... Disons que les gens étaient un peu à fond, disant waouh, c'est extraordinaire, enfin un film d'horreur intéressant et tout ça. Bon. Et par rapport à Jordan Peele, ça reste rien à voir. C'est bien en dessous. Hein. Non, mais en même temps, ici, notre ami Pierre-Yves nous cite Jordan Peele. Bon, non, mais parce qu'on parlait de Blumhouse. Ah oui, bien sûr. C'est sûr que Jordan Peele. On est loin de Jordan Peele, on est loin de Ari Aster, on est loin de tout ça. Ce Michael Mohan, peut-être est prometteur, parce que visuellement, la fin est pas mal quand même. Faut la fin est pas mal et le cri. Quel cri, voilà. Dernière sortie, Roadhouse. Oui, Roadhouse, donc cette fois réalisé par Doug Liman avec Jack Gyllenhaal, Conor McGregor et Daniela Melchior, bien évidemment le remake, on va dire, du film culte des années 80, donc de 1989. Vous l'aviez vu ou pas moi j'avais vu l'original avec Patrick Swayze. Ouais. Non, ni l'un ni l'autre. Et t'avais bien aimé l'original? J'avais aimé, ouais. C'est un film ludique de baston. Hein, voilà, si vous aimez bien le film sans prise de tête, avec une esthétique particulière avec Swayze, et puis une histoire d'amour en fond, évidemment. C'est vrai. Oui, une histoire d'amour entre guillemets. Entre guillemets, une histoire. C'est plus physique que sentimental. Voilà. On va pas se mentir, c'est un nanar des années 80, mais c'est un nanar qui fait plaisir de voir. C'est un nanar plaisant, tu vois.
On a joué sur la renommée de Patrick Swayze, c'était très porteur pour lui à cette époque-là. Voilà. Comme les Jake Gyllenhaal maintenant, j'ai envie de dire. Eh ben, je vais donner mon avis en premier. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle tentative de remake. On va dire que le plaisir régressif de la bagarre est au rendez-vous. C'est un divertissement correct, mais j'ai pas eu la satisfaction que j'ai eu en voyant le premier. C'est notamment, je trouve que j'ai pas d'empathie pour le héros. Je le trouve déjà antipathique du début à la fin. Il y a très peu d'évolution sur son personnage et c'est dommage. Et on retrouve pas ce côté Amérique profonde. En fait, là, le Roadhouse, c'est un lounge bar, on dit, c'est ça? Ouais, ça peut être ça, oui. Je pense. Donc, en bord de mer, tout ça. Quelques belles tentatives de mise en scène quand même au niveau des combats. Doug Liman s'en est pas trop mal sorti. Il y a quelques plans subjectifs, notamment filmés à la GoPro, où tu vois les coups portés, c'est pas mal. Mais sinon, bon, on aurait enlevé le titre Roadhouse, je pense que ça n'aurait rien changé, très peu de choses. Et ça aurait peut-être été mieux justement parce qu'au moins on n'aurait pas eu cette comparaison à faire. Oui, personnellement. Voilà. Je pense aussi, ils ont peut-être mis l'accent un peu plus sur les combats entre les personnages. On a moins développé, en fait on a peut-être trop même développé le personnage puisqu'on a plus ce côté un peu mystique, parce que je rappelle que Patrick Swayze, lui, était diplômé en philosophie, il faisait du kung-fu, et c'était la légende des videurs. Alors que là, c'est un ancien combattant de MMA. Plus grosso modo, on va dire. Voilà, c'est ça, qui n'est pas videur, qui arrive justement juste un peu pour casser des tronches. On vous rappelle que l'original, c'est, on a comme réplique, 100 milliards de mouches ne peuvent pas se tromper, alors bouffe de la merde. Ça, c'est ça. Bon, on est à ce niveau de philosophie. Oui, mais on pourra en citer d'autres encore. Mais nous sommes encore l'Oscar ou le César du meilleur scénario, c'est pas pour ce film alors. Ah si, il y a Restez cool. Restez cool. Des dialogues plutôt. Mais par contre, le remake, moi, pour le coup, j'ai aimé le combat de fin parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu au cinéma, enfin du coup pas au cinéma, mais à l'écran, un combat entre deux hommes qui ne veulent pas se tuer, mais ils veulent se détruire, littéralement. et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez prenant, d'assez physique, qui est assez impressionnant. Et puis, Jake Gyllenhaal, le côté nonchalant, destructeur qu'il a, pourquoi pas, ça change. Mais sinon, bien évidemment, l'original, si vous avez envie de voir un Roadhouse, l'original, largement. Mais ça passe, globalement, voilà. Ça se regarde. Eh ben écoutez, c'est tout pour les sorties de la semaine dernière. Nous allons pouvoir passer à notre dernière partie consacrée à notre focus et à l'ATCA pour ce soir. Avant cela, une seconde pause musicale. Et vu que nous allons parler de Pour que tu m'aimes encore, nous allons nous écouter Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Et on revient juste après. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac, 92.fm ou radiograndlac.com. Et je suis toujours avec Guillaume et Vincent. Bonsoir. Et ce soir, nous avons un invité, mon cher Guillaume. Oui, nous avons Pierre-Yves. Donc, bonsoir à nouveau. Donc, le président, on dit, c'est le ça? Directeur. Le directeur donc, de l'ATCA, donc l'Association pour le développement du cinéma à Aix-les-Bains, donc, qui nous fait l'honneur de venir présenter son festival, on appelle Oui, c'est ça. Non, mais c'est vous qui me faites l'honneur de nous recevoir. Franchement, encore une fois, merci pour l'invitation. Et c'est vrai que il y a quand même beaucoup de points communs entre votre émission et le festival qu'on organise et l'association. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir parler cinéma, de parler aussi de ce festival dont c'est la 5e édition qu'on prépare, qui est à chaque fois consacré à un acteur, une actrice, un réalisateur-réalisatrice assez reconnu, qu'on fait venir un week-end entier à Aix-les-Bains pour prendre le temps de revenir en détail sur sa carrière à travers différents temps forts, des projections, masterclass, signatures, rencontres, expositions. Enfin voilà, c'est vraiment une invitation à l'œuvre souvent très protéiforme d'une personnalité connue et reconnue. Où on prend vraiment le temps de revenir sur les facettes parfois les moins identifiées de son parcours. D'accord. On reviendra un petit peu sur l'invité, mais moi j'avais quelques questions parce que je suis assez curieux. Mais d'où est venue cette volonté, la volonté plutôt ça doit être de plusieurs personnes, de créer ce festival de cinéma, qui plus est à Aix-les-Bains?
Alors justement, c'est parce qu'il est à Aix-les-Bains, c'est-à-dire qu'on avait donc l'association l'ADCA est constituée d'une quinzaine de personnes. On est plus ou moins la moitié qui travaillons dans l'industrie et l'autre moitié qui est aixoise passionnée de cinéma. Et mais donc il y a vraiment ce point commun entre l'amour du cinéma et de la ville d'Aix-les-Bains. Et c'est vrai que depuis, ça remonte un peu à la période Covid, on se disait mais il faut vraiment créer un événement cinéma à Aix-les-Bains. Et il y avait cette volonté de créer des passerelles les plus naturelles et fortes possibles entre des personnes qui font cinéma et la ville d'Aix et les Aixoises et les Aixois. Donc on avait vraiment en tête de faire venir une personne, non pas pour qu'elle passe l'histoire d'une projection, mais qu'elle vienne vraiment découvrir la ville, découvrir un public, et dans l'autre sens, que le public prenne le temps, pareil, de découvrir une personne avec différents temps, le fait de la rencontrer, pas de la voir passer rapidement pour 2-3 photos, mais vraiment, je pense par exemple à la masterclass qui est devenue un temps fort du festival Ladka Invite, qui est vraiment un... Pour avoir fait aussi le festival Lumière, les masterclass, c'est les masterclass, c'est les meilleurs moments. Mais c'est ce qui part en général enfin, vraiment à une allure folle, quoi. Oui, c'est vraiment, voilà, 1h30 de temps informel avec la personne. On a des anecdotes, des choses vraiment, je pense notamment à l'avant-dernière édition qu'on avait fait à Ladka Invite Gérard Lanvin, où Gérard Lanvin avait rhabillé Alain Delon pour l'hiver pendant sa masterclass. Enfin, voilà, il y a des anecdotes assez rigolos sur les liens entre la personne et Aix-les-Bains. Par exemple, Patrick Chenet qui nous expliquait que pour lui, Aix-les-Bains, ça a toujours été une destination parce qu'il vient depuis qu'il est tout petit faire du camping avec ses parents et que pour lui, Aix-les-Bains, c'est les vacances. Enfin, il y a vraiment Horatica qui a des attaches plus familiales avec le DJ donc Zdar du groupe Cassius, qui était son mari et qui est aixois d'origine. Donc il y a vraiment en général des liens très forts et ce week-end est aussi le moment parfois d'en créer des nouveaux. Donc c'est voilà, d'où le format assez singulier du festival Ladka Invite. Donc là c'est 2 événements par an, hein, en règle générale, si je ne dis pas de bêtises. Pour l'instant c'est 2 par an. Ouais. Ça prend le festival grossit, donc ça prend beaucoup de temps au niveau de l'organisation. Mais là, cette année, on est encore sur une édition. Là, j'ai l'impression de parler de mode de vêtements, mais une édition printemps et une édition automne. Voilà, donc c'est pas mal. Patrice Lecomte sera ravi d'être l'édition printemps. Exactement. Donc oui, pour cet événement, cette fois-là, donc ce sera Patrice Lecomte. Eh ben. Moi, je suis assez curieux un petit peu. Pourquoi être allé vers Patrice Lecomte ou ce genre de choses Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est qu'on essaie toujours de varier les profils. Je vous parlais des invités précédents qu'on a eu. On a eu donc Patrick Chenet, Horatica, donc acteur homme, actrice, des générations différentes. Après, on a eu Gérard Lanvin. Après, on a eu Cornillac, qui est réalisateur et acteur. Et là, on se disait, ça serait vraiment l'occasion d'inviter enfin un réalisateur pur, j'allais dire, et voilà, toujours en ayant en tête de faire venir quelqu'un dont il y a à dire pendant tout un week-end. Et Patrice Lecomte, elle a une filmographie tellement riche que là, pour le coup, un week-end sera presque trop peu pour parler un peu de tout ce qu'il a fait. Je pensais à ça aussi. Je me disais, oui, au final, on aurait pu en passer encore tellement plus. Ça pourrait donner lieu à une seconde invitation, peut-être. Ah oui, peut-être. Ouais. Surtout qu'on a un jour de plus à l'événement, peut-être aussi. Ouais. C'est aussi des pistes de réflexion qu'on a. En tout cas, l'événement, de par la fréquentation des personnes qui deviennent vraiment habituées du festival, chaque édition grossit. Là, on a encore ajouté une projection supplémentaire le dimanche après-midi, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc vraiment, chaque édition a des temps qui se rajoutent. On a vraiment la chance d'avoir des très bons retours côté public et côté invité, parce qu'on a justement l'idée de le faire revenir pour une prochaine. On a la chance d'être resté en très bon terme avec les invités précédents. Je pense à Patrick Chenet qui a encore envoyé une petite vidéo clin d'œil pour la masterclass de Clovis Cornillac, où voilà, il y a vraiment une fidélité de l'événement et de la singularité qui plaît. Donc ça nous motive d'autant plus à organiser ça, quoi. Eh ben, parfait. Eh ben, explique-nous un petit peu les différents événements que nous pourrons retrouver. Donc, je vous rappelle que ça sera le samedi 27 et le dimanche 28. Alors, qu'est-ce qui se prépare dans un mois tout pile. Oui, exactement. C'est ça. Alors, en fait, le week-end est, comme je disais, articulé autour de différents temps forts. Le week-end commence le samedi 27 à 10h au Château Brachet, autour d'une séance de dédicace par Patrice Lecomte de son dernier roman qui s'appelle Monsieur Bouboule. Ensuite, l'enchaînement se poursuit avec une projection le samedi à 17h au cinéma Victoria du film Une promesse, qui est un film magnifique, le premier film qu'il a réalisé en anglais avec des acteurs internationaux. Ensuite,
la soirée continue avec son dernier film, Maigret, qui est projeté pareil au cinéma Victoria à 19h. Donc ça, c'est pour le samedi. Et le dimanche ensuite, le dimanche recommence avec à 10h30 le dimanche matin au Casino Grand Cercle, la masterclass de Patrice Lecomte dont on parlait à l'instant, qui est vraiment un temps vraiment très sympa. Chaque temps est différent, mais la masterclass c'est déjà devenu vraiment une sorte de classique du festival. Et ensuite on clôture le week-end avec le dimanche après-midi à 14h la projection. Toutes les projections d'ailleurs sont présentées par Patrice Lecomte, bien sûr, du classique Ridicule, pour lequel il a été nommé aux Oscars, il a remporté plusieurs Césars, il a été, alors là j'ai un doute, soit nommé, soit remporté le BAFTA également. Donc le film a beaucoup marché et donc voilà, ça devrait être un week-end encore bien riche et sous le signe du partage et du cinéma. Eh ben, en tout cas, ça s'annonce prometteur. Déjà, ce que moi je trouve que j'apprécie beaucoup avec ce festival-là, c'est qu'on sent vraiment il y a un côté véritablement passion cinéphile, comme on a finalement comme nous avec Guillaume quand on va au festival Lumière à Lyon. C'est ce côté véritablement où on est là pour dans notre petit cercle. Voilà, non pas pour voir des nouvelles sorties, mais pour se donner un temps avec un acteur, un réalisateur, et puis le découvrir un petit peu plus, le voir sous une autre facette, parce que moi personnellement là sur la liste, des 3 films qui sont présentés, il y a que Maigret que j'ai déjà vu, et en fait j'ai assez hâte de le voir sous le prisme après avoir rencontré Patrice Lecomte en fait. D'accord. Ouais. Que Maigret personnellement c'était un film que j'avais été étonnamment surpris de la qualité émotionnelle, de la présence émotionnelle, parce que je m'attendais pas que Maigret allait être un film émouvant. Oui, parce que moi, Maigret, c'était la sieste avec Bruno, quand les épisodes avec Bruno Kremer. Honnêtement, c'était pour faire la sieste. Le seul suspense, c'était est-ce que charismatique Bruno Kremer en Maigret. Le seul suspense, c'était avec Kremer, c'était est-ce que la pipe va tomber ou pas. Aimer Simon et les intrigues psychologiques. Bien sûr. Il était bien traité, j'avais trouvé son oui, puis très belle photographie. Depardieu était très bon et j'ai été agréablement surpris par ce Maigret, et du coup j'ai vraiment envie de le revoir et puis du coup de découvrir, parce que j'avoue ne pas avoir vu Ridicule encore. Tu as bien de la chance. Si, ça c'est chouette. Vraiment de la chance de pouvoir en plus le découvrir sur grand écran. Moi je l'ai jamais vu sur grand écran. Je pense que la projection de Ridicule le dimanche après-midi devrait être très très sympa, parce que pareil, là on est sur un film de reconstitution avec énormément de décors, de musique, et le scénario quelque chose de très moderne, parce que la dernière fois j'ai essayé de pitcher le film à mon petit cousin, et je disais c'est un peu 8 Miles, mais à l'époque des Rois de France, quoi. Il y a un côté un peu justement on parle beaucoup aujourd'hui de clash, de punchline, de choses comme ça. Tout à fait. C'est un peu le clash quand il y a le prêtre qui fait toute sa tirade, qui fait sensation, si je me rappelle bien, mais la petite phrase de trop qui fait que s'il fallait pas la dire et qui tombe en disgrâce, si je me rappelle. C'est exactement ça. Et le marketing à l'époque, à la sortie du film, c'était vraiment, je me rappelle plus le slogan exact, mais c'était vraiment autour de la phrase les mots tuent à la cour, quoi, parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui transparaît vraiment dans le film sur la disparition sociale au niveau de la cour lorsque quelqu'un est ridiculisé par un jeu de mots, un calembour, quoi. Et ça, c'est vraiment et c'est ça qui est bien aussi, parce qu'on en avait parlé déjà en off, c'est que votre festival cherche pas du tout à être élitiste. Mais c'est pas l'idée. Surtout fédérateur. C'est pas l'idée, c'est vraiment d'avoir un événement qui est le plus ouvert possible. Vous parliez tout à l'heure du Festival Lumière. L'idée qu'avait Tavernier, il en parlait beaucoup quand il parlait du fait de créer une sorte de cinémathèque à ciel ouvert pour les cinéphiles, avec des séances extrêmement accessibles et quasi toutes présentées par quelqu'un. C'est vraiment l'idée qu'on voulait avoir dès le début, et dès la première édition avec Chenet, on a vraiment été agréablement surpris pour une anecdote qui me semble, je vous avais raconté d'ailleurs en off précédemment, mais c'était le fait qu'à la masterclass notamment, il y avait tout type de public, âgés, jeunes, cinéphiles, moins cinéphiles. Et pendant la masterclass, ce qui est aussi un moment fort, c'est qu'elle dure 1h30, mais il y a vraiment une demi-heure qui est consacrée aux questions du public. Et il y avait un monsieur qui avait posé une question sur un film de Chenet qu'il regardait tous les ans. C'était vraiment son film culte. Enfin, vraiment, il le regardait chaque année il le redécouvrait. C'était vraiment... donc,
Chenet répondait, et après il y avait la question qui était posée par une jeune fille voilà qui prend le micro et qui dit moi je suis venu parce que sur l'affiche il y avait votre tête et que vous ressemblez à quelqu'un de connu, mais j'ai jamais vu aucun de vos films. S'il y a 3 films à voir de vous, lesquels vous me conseilleriez? Donc il y a vraiment cette différence même en termes de cinéphilie, en termes de public, qu'on essaye un peu de perpétuer d'édition en édition. Ça confère un caractère plus intimiste, plus convivial. Exactement, et ouvert à la fois. Voilà. C'est vraiment, c'est ça. À la fois intimiste et ouvert, c'est en tout cas ce qu'on essaie de faire. Et les 4 éditions précédentes, on a eu la chance d'avoir des invités qui étaient aussi extrêmement généreux, qui répondaient beaucoup par rapport à ça. Et je pense que Patrice Lecomte, ce sera exactement la même chose. Il devrait être très très très... parce que sa filmographie est quand même diverse et variée. Impressionnant, de l'animation, du drame, de la comédie, du film d'action, les spécialistes, une chance sur deux. Une chance sur deux. Exact. Mais alors, je ne l'ai pas encore découvert, une chance sur 2. Une chance sur 2, c'est quelque chose. Oui, on m'a prévenu. Mais j'ai découvert les spécialistes, par contre, récemment, j'ai beaucoup aimé. Avec Lanvin. Avec Lanvin et Giraudot. Et Giraudot qui est dans Ridicule également. Oui, tout à fait. C'est exact. Bernard Giraudot, il joue dans Ridicule. Je me rappelle de Charles Berling. C'est le rôle principal, Charles Berling. C'est lui qui reçoit un camouflé, Bernard Giraudot, dans le film. Exactement. Je voulais te demander, pour nos auditeurs, tout ça, ou ceux qui nous écoutent en replay, pour participer à l'événement, justement, à ces projections, à masterclass, séances de dédicaces, que faut-il faire, justement? Alors, déjà, étant donné qu'il y a différents temps forts, toute la billetterie est accessible sur le site de l'ADCA, donc ADCA. Le site, c'est donc www.adca-ex.com. Mais si vous tapez ADCA Aix-les-Bains, vous devriez trouver facilement. La billetterie en ligne, pour ce qui est des places de cinéma, elles sont toutes au tarif unique de 5 €, quel que soit l'âge, quel que soit, toujours dans cette volonté d'ouvrir, justement, d'avoir une billetterie qui est la plus ouverte possible. La séance de dédicace du samedi matin de son livre par Patrice Lecomte au Château Brachet est par définition entrée libre. Le livre peut s'acheter sur place. Et pour ce qui est de la masterclass, c'est entrée libre sur inscription, parce que en général, la masterclass, c'est quand même assez... là, par exemple, elle est déjà pleine aux 3/4 et on est 1 mois avant l'événement. Donc dépêchez-vous, en tout cas. Il reste quelques dernières places, mais en général, la masterclass, c'est vraiment... il y a une sorte d'habitués qui reviennent assez tôt et qui des fois même nous questionnent quand on n'a pas encore communiqué sur le nom de l'invité, qui nous demandent quand est-ce qu'on peut s'inscrire pour la masterclass, et qui, de plus en plus, d'ailleurs, c'est sympa, nous suggèrent des noms. Donc on a des noms qui nous ont été suggérés sur les réseaux sociaux qu'on garde en tête. Je suggère Clint Eastwood. Ça serait un Jean-Marie Poiré, par exemple. D'ailleurs, est-ce que c'est envisagé de faire d'avoir des invités à l'international, on va dire? Alors on ferme pas. C'est une porte qu'on ferme pas. Après l'édition est encore, le festival est encore relativement récent, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on n'exclut pas, notamment le fait que de nombreux invités qu'on a eus ont toujours une partie de leur carrière à l'international. Par exemple, Horatica, qui est très connu pour SS 117, La vérité si je mens, 10 jours sans maman, peu de personnes savent qu'il a tourné dans un court-métrage pour Ridley Scott, par exemple. Oui. Ou qu'il a tourné dans une série britannique avec Tom Hiddleston, où ils ont les 2 rôles principaux. Donc il a aussi Patrick Chenet, qui avait tourné aussi dans le Scaphandre et le Papillon, qui avait été coproduit par Miramax et qui avait été réalisé par Julian Schnabel, qui était présenté à Cannes. C'est aussi l'occasion de mettre en avant le côté international de la carrière de nos invités. Donc effectivement, le fait d'avoir un invité international, c'est quelque chose qu'on garde en tête. Mais en tout cas, par le biais des précédents invités qui peuvent être les ambassadeurs justement auprès des... C'est exactement ça. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Gérard Lanvin d'ailleurs nous avait dit qu'il était venu parce que je cite son pote Patrick lui avait dit faut que tu viennes, etc. Et Lanvin nous avait dit... Il y a une cooptation naturelle. Bouche à oreille en tout cas, donc c'est super. C'est aussi ce qui nous motive davantage pour les éditions à suivre, mais ce bouche à oreille, tant public que côté invité, cette fidélité qu'on a par rapport à nos invités précédents. Je parlais de Lanvin, mais c'est le cas de tous. Clovis Cornillac, pareil. Ça nous motive encore plus et ça nous pousse encore plus à en parler fort autour de nous, quoi. Si je peux me permettre, moi, je faire un compliment. Je pense que ce festival a une forme d'aura un peu au Festival de Cannes. Parce que c'est quand même le site d'Aix-les-Bains est un site quand même assez prestigieux à mon sens. C'est quand même la Riviera des Alpes.
C'est une ville connue, oui. Voilà, et ça peut très bien faire l'objet d'un festival qui va s'installer au même titre que Cannes, par exemple. On peut imaginer, j'espère. En tout cas, la ville s'y prête et c'est vrai qu'on a on a la chance de vivre dans une ville qui est très à la fois intemporelle, élégante, mais aussi qui a ce côté humain, très humain, qui est parfois rare. De proximité, d'accessibilité. C'est tout à fait ça. Ouais. Eh ben écoutez, donc le festival, la 5e édition, l'ATCA invite Patrice Lecomte, aura donc lieu les 27 et 28 avril 2024. Donc n'oubliez pas donc d'aller sur le site de l'ATCA pour prendre vos places, soit pour les projections et surtout pour la masterclass. Donc attention parce que tu nous as dit donc c'est déjà aux 3/4 complet. La masterclass c'est plein aux 3/4. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas si vous loupez, vous pouvez toujours voir Patrice Lecomte présenter un film. Il y en aura pour tous les goûts, je pense. Toutes les projections sont présentées par lui, effectivement. Ah bah c'est formidable. Donc là, vous ne pourrez pas le louper. Et vous ne pourrez pas le louper également puisque il sera en interview avec nous le 26 avril, le vendredi soir, sur Radio Grand Lac, qui sera en nos locaux. Oui. Donc voilà, nous allons pouvoir le toucher de près. On va éviter de le faire fuir peut-être. Ah oui, parce que si jamais on le fait fuir d'entrée de jeu, là, ça va pas le faire. Nous pourrons lui poser des questions un petit peu. Bien sûr, sur toute sa filmographie, sur aussi son rôle d'écrivain. À dire. Il y aura énormément de choses à dire et je pense que ce sera des échanges très passionnants. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci à toi, Pierre-Yves, d'être venu. Merci à Vincent et Guillaume. Merci. Pour Côté Radio, demain, vous avez une programmation avec le jeu du mouvement présenté par Joe de 12h15 à 12h30, en suivi de Destination Bien-être, présenté par Anaïs de 13h à 14h. Et on finit la journée par Place au possible, présenté par Camille et Julie de 17h à 18h. Et on va se quitter sur un son bien 80s de Bonnie Tyler, Holding On for a Hero, de plein de films. Insérez le film classique super-héros que vous voulez. Celui que vous voulez. Voilà, il y a forcément la chanson dedans. Et on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et allez au cinéma.